nous diront nos envoyés spéciaux. Période de chaleur en ce moment à Bamako, moment pas très propice pour la conservation des bananes en dehors des chambres froides, sucrées et riches en amidon avec une texture fondante. La banane brille au soleil avec tant de mal pour les vendeurs qui ont ouvert les portes du marché dénommé Namasa Dangan à nos reporters. Actualité sur la scène internationale, au Sénégal, l'Assemblée adopte la révision d'une loi d'amnistie couvrant les violences politiques. Dans une ambiance électrique et pendant plus de 8 heures, des députés du PASTEF ont défilé à la tribune de l'Assemblée nationale pour dire l'importance de rendre justice aux trop nombreuses victimes de manifestations de l'opposition ces 3 dernières années. Et puis aux États-Unis, Donald Trump qui déclare la guerre commerciale au monde. Il annonce de très lourdes taxes douanières de 34% pour la Chine, 20% pour l'Union européenne. Le seuil minimal des droits de douane est fixé à 10%. Actualité sportive, CAN des cadets Maroc 2025, la deuxième journée des groupes commence ce jeudi. Et puis compétition africaine des clubs, les matchs allés des quarts de finale de la Coupe de la Confédération ont été joués hier. En Europe, vous aurez également la liste des finalistes des coupes nationales en Espagne et en France. Dans la chronique judiciaire, Garibou Pérou nous parle aujourd'hui de l'arbitrage d'investissement. Il s'agit de régler un différend qui opposerait un État et un investisseur par une justice privée. Le journal Moussa Papa Aïdara. C'est moi, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Allons faire un tour d'abord à Moscou. Les ministres en charge des affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel rencontrent aujourd'hui dans la capitale russe leur homologue Sergei Lavrov. Ils répondent ainsi à l'invitation de Moscou pour parler du renforcement de la coopération dans des domaines d'intérêt commun. La rencontre de ce jeudi vise à concrétiser une volonté des pays de l'AES, celle de porter les relations avec la Fédération de Russie au niveau confédéral. La finalité est d'apporter des solutions idoines aux préoccupations des populations de l'espace. En attendant, voyons les enjeux de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux à Moscou, Bourama Traoré et Sédiki Balo. De la défense à la diplomatie en passant par le développement, les 3-2 sont au cœur du déplacement des ministres en charge des affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel à Moscou. Un déplacement aux enjeux multiples. Le premier enjeu, c'est d'étendre le partenariat et le dialogue politique à l'échelle confédérale entre l'AES et la Fédération de Russie, avec un but de rechercher, répondre aux aspirations profondes des populations de l'espace. Abdoulaye Diop, ministre en charge des Affaires étrangères et chef de la délégation de la Confédération AES. Depuis la mise en place de la Confédération des États du Sahel, il y a un autre cadre d'échange et de collaboration qui s'est établi. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de discussions, de consultations entre l'entité AES et la Fédération de Russie pour pouvoir regarder ensemble comment établir et définir des relations de partenariat, des relations de coopération entre l'entité AES et la Fédération de Russie, d'abord sur les questions de paix et de le ministre Sergei Lavrov pour ses premiers échanges. Premiers échanges d'un rendez-vous qui promet d'établir des relations de coopération stratégique, dynamiques et solidaires entre l'AES et la Fédération de Russie. Comment renforcer et consolider les acquis déjà enregistrés dans cette coopération? C'est l'autre enjeu fondamental de la rencontre de ce jeudi entre le ministre russe et ses homologues du Mali, du Burkina Faso et du Niger. 3 pays, un destin commun, un partenaire privilégié, la Russie qui leur apporte aujourd'hui un soutien de taille pour restaurer la sécurité. La sécurité de nos pays repose essentiellement sur les épaules de nos populations, sur les épaules de nos dirigeants, mais ceci n'exclut pas que nous puissions engager des partenariats avec d'autres acteurs à l'extérieur de la région, dans le cadre d'avantages comparatifs pour qu'ils puissent nous accompagner, mais en gardant encore à l'esprit que la sécurité de nos populations demeure notre principale responsabilité et que nos pays se sont engagés
à dégager les ressources nécessaires à leur budget respectif pour faire face à la dimension sécuritaire. Des moyens russes déjà utilisés par les trois pays ont contribué à changer les rapports de force sur le terrain. Preuve, la posture offensive actuelle des différentes armées qui évoluent en toute autonomie sous le cadre des opérations. Moscou, Bourama Traoré, Sidiki Balo pour l'ORTM. Revenons dans l'espace AES. Depuis plusieurs années, la ville de Bobo Dioulasso au Burkina Faso accueille un grand nombre de déplacés internes PDI ayant fui leur localité pour des raisons d'insécurité. Nombreux dans le quartier de Sabari-Bougou, ces personnes déplacées internes vivent en parfaite collaboration avec leurs hôtes. Des hôtes qui travaillent d'arrache-pied à leur faciliter leur insertion socio-professionnelle. Un reportage de Solange Bikaba de la radio du Burkina. Sabari-Bougou, un des quartiers de Bobo Dioulasso situé à la sortie de la ville, sur l'axe Bobo-Banfoura, abrite un nombre important de personnes déplacées internes favorisées par la crise sécuritaire. Malgré cet afflux de la population, ce quartier vit dans la sérénité, signe de la parfaite cohabitation entre les populations hôtes et les PDI. Amidou Kindo, un habitant. Ici, dans notre quartier à Sabari-Bougou, il y a toutes sortes de communautés. On s'entend très bien. Fatmata Sidibé a accueilli des PDI de divers horizons qui vivent tous en parfaite fraternité. Il y a des Mossi, des Bobos, des Darara et des Peuls. Nous sommes comme des enfants du même père et de la même mère. Sieur Tal est un PDI que nous avons trouvé bien heureux et confortablement assis sous l'ombre d'un manguier. Franchement, c'est bien. Regardez l'homme du manguier. On s'y plaît bien. On ne connaît pas de dispute ici. Fatih Kafando ne dira pas le contraire. Elle ne trouve pas de mots pour remercier sa famille hôte qui l'a reçue avec sa mère. On a été très bien accueillis. Nous rendons grâce à Dieu parce que quand vous descendez chez des gens, vous mangez et vous buvez à votre faim et à votre soif. Franchement, nous sommes très contents. Au-delà de leur solidarité envers ces personnes vulnérables, certains hôtes s'investissent à leur accorder leur dignité en œuvrant à leur autonomisation économique. Awassano, venu de Dingasso pour apprendre la teinture et la couture, partage le peu de ses connaissances avec des PDI. Moi, j'ai appris la couture et la teinture. Je confectionne Kokodunda et je transmets en retour ce que j'ai appris. Azita Yamugo, en plus de former des adultes au métier, s'est aussi intéressé aux enfants afin de leur permettre de s'épanouir et à d'autres de poursuivre leurs études. J'avais commencé pendant les vacances avec les enfants en fiticom, c'est qu'on dit fitini. J'ai commencé pour les distraire et essayer de faire la sensibilisation sur la cohésion sociale. J'ai eu à parcourir même l'alphabétisation de base même pour les classes des élèves. D'autres qui ont eu 6e, 5e, ils ont eu leur bac. Et ces élèves même continuent toujours même de venir me montrer leurs bulletins. Pour montrer leur intégration dans ce quartier, des PDI partagent aussi leurs connaissances sur l'alphabétisation avec les résidents matérialisés par cette intonation de l'hymne national en Djoula. Même si les habitants de Sabari-Bougou vivent en parfaite cohésion, il n'en demeure pas moins que la question du logement et de vivre est un défi à relever. Au Niger, cérémonie de port de galon à la place d'armes de la zone de défense M5 des forces armées nigériennes. La cérémonie a été présidée par le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadoma, gouverneur de la région de Difa. Les précisions de Aliou Ibrahim de la radio du Niger. Une cérémonie empreinte de sonalité a eu lieu à la place d'armes de la zone numéro 5 de défense de Difa. Il s'agit du port de galon du colonel-major Ali Hamidou Issa. La cérémonie, présidée par le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mohamed Ibrahim Bagdoma, a été l'occasion de saluer les qualités exceptionnelles de l'officier qui, au cours de sa carrière, a su faire preuve d'un dévouement sans faille et d'une rigueur professionnelle exemplaire dans le cadre de ses missions de défense du territoire nigérien. Un militaire engagé, un militaire discipliné, un militaire qui s'est totalement consacré à sa tâche. Messieurs les officiers, je voudrais que cette promotion nous serve d'exemple. Ce grade de colonel-major n'est pas seulement le fruit des années de service, mais le reflet de son leadership exceptionnel et sa capacité à diriger ses troupes avec compétence et détermination, a souligné le gouverneur de la région de Difa. Rappelons que le colonel-major Ali Hamidou Issa est un ingénieur d'état polytechnicien de l'école militaire polytechnique d'Algérie.
l'actualité sur la scène internationale au Sénégal, l'Assemblée adopte la révision d'une loi d'amnistie couvrant les violences politiques. La loi d'interprétation de l'amnistie a été adoptée à 126 voix pour, à l'issue d'une journée marathon de débat qui a remis en lumière les profondes divisions de la société sénégalaise pour savoir comment juger de façon équitable cet épisode douloureux de 3 ans de violence politique lors des manifestations de l'opposition et leur répression qui ont fait au moins 65 morts. Dans une ambiance électrique et pendant plus de 8 heures, des députés du PASTEF ont défilé à la tribune de l'Assemblée nationale sénégalaise pour dire l'importance de rendre justice aux trop nombreuses victimes de manifestations de l'opposition ces 3 dernières années. Frappes israéliennes contre plusieurs cibles en Syrie. Des frappes israéliennes ont visé hier un centre de recherche militaire à Damas et des cibles près de la ville de Hama Centre, faisant 4 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et également Gaza dans l'actualité, la fosse commune où 15 secouristes ont été retrouvés à Rafah après des tirs israéliens sur des ambulances, met en lumière la guerre sans limite menée par Israël à Gaza, a dénoncé hier Jonathan Wiltal, le responsable du bureau des opérations humanitaires de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est choqué par les attaques de l'armée israélienne contre ce convoi médical et de secours. Il réclame une enquête complète, minutieuse et indépendante sur toutes les attaques contre les humanitaires, alors que ces 15 nouveaux morts retrouvés enterrés il y a quelques jours à Rafah portent au 408 le nombre d'humanitaires tués dans les territoires palestiniens depuis le 7 octobre 2023. Et comme je vous le disais dans les titres, aux États-Unis, Donald Trump déclare la guerre commerciale au monde. Le président américain a annoncé hier qu'il allait signer un décret instituant des droits de douane réciproques sur les importations des États-Unis, soit au même niveau que ceux perçus par les partenaires commerciaux de Washington. Il annonce de très lourdes taxes douanières de 34% pour la Chine, 20% pour l'UE et le seuil minimal des droits de douane est fixé à 10%. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et justement, nous sommes de retour dans la capitale malienne dans le cadre de la Journée internationale de l'autisme célébrée le 2 avril. Une journée de sensibilisation sur la maladie s'est tenue à la place Cannes, réunissant parents, éducateurs, professionnels de la santé et associations engagées pour la cause des personnes autistes. Cet événement vise à informer le grand public sur l'autisme et à lutter contre les préjugés pour une meilleure inclusion des malades atteints d'autisme. Maïmouna Guindo. Imaginez un enfant qui voit le monde différemment, un enfant qui entend, ressent et perçoit autrement, mais que la société ne comprend pas. Eux, ce sont des enfants autistes. Pour offrir une chance à ces enfants d'être acceptés et intégrés dans la société, l'association Autisme Mali apporte sa contribution. Une journée pour briser les tabous, informer et sensibiliser sur ce handicap est consacrée à ces tout-petits. Aïssata Ouattara, représentante de l'association Autisme Mali. L'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc, c'est une différence de fonctionnement du cerveau de l'être humain qui intervient avant l'âge de 3 ans. Donc, ce fonctionnement différent du cerveau amène certaines difficultés à l'enfant. Notamment des difficultés dans la communication, verbale ou non verbale, des difficultés aussi dans le comportement et des difficultés au niveau des interactions sociales, comment faire avec les autres. Selon les spécialistes, plus tôt l'autisme est détecté, plus il est possible de mettre en place des stratégies éducatives et thérapeutiques qui favorisent le développement, l'inclusion et l'autonomie des enfants autistes. Lorsqu'on a un enfant autiste au Mali, ici, on est confronté à beaucoup de difficultés, notamment le diagnostic, parce qu'il y a l'errance médicale. L'errance, c'est-à-dire que les parents courent beaucoup avant de pouvoir trouver le diagnostic de leur enfant. Donc, ce qui est un problème. Normalement, on doit faire le dépistage aux alentours de 3 ans. Fatoumata Diop, parent d'un enfant autiste. Ça se passe très bien avec mon enfant puisqu'on a eu à faire une prise en charge assez tôt.
Quand vous voyez mon enfant, si je ne vous dis pas que c'est un autiste, vous n'allez pas le reconnaître automatiquement que c'est un autiste. Cette initiative ouvre la voie à d'autres actions en faveur de l'inclusion des enfants autistes dans la société. Les participants ont exprimé le souhait que ce type d'événements soit organisé régulièrement pour poursuivre la sensibilisation et l'amélioration des conditions de vie des personnes autistes et de leurs familles. Parlons à présent de ce fruit sucré, avec sa texture fondante. Vous savez bien, je parle de la banane. Et comme vous connaissez certainement Namassa Dangan, cet espace aménagé au bord du fleuve Niger, en commune 2 du district de Bamako, dédié au marché des bananes, un lieu d'approvisionnement par excellence confronté au défi de conservation des bananes pendant cette période de forte chaleur. Pour résoudre cette équation, il faut une utilisation judicieuse des chambres froides, étape après laquelle les bananes doivent être vendus, sinon c'est un fruit très périssable. Daouda Kone a fait un tour pour en savoir davantage. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, une banane très mûre commencera à noircir lorsqu'elle est placée au froid. Capricieuse, la banane préfère être sous une température ambiante pour conserver sa fraîcheur. Baba Traoré, vendeur grossiste de bananes. Après la pesée, nous utilisons un produit qui facilite la maturité des bananes. Elles sont placées dans des cages en bois pour ensuite les mettre dans des conteneurs frigorifiés pour 7 jours. Les bananes vendues à Bamako viennent, selon les saisons, d'autres villes du Mali ou des pays voisins. Fruits prisés par les Maliens, les bananes sont présentes sur presque tous les étals ou points de vente de fruits. Face à la forte chaleur au Mali, les acteurs du sous-secteur banane s'adaptent au climat pour se tirer d'affaires. Yadjouman Dao, propriétaire de plantation de bananes. Nous venons de Kouchala. Depuis la plantation, nous prenons contact avec les clients qui sont des grossistes. Après l'accord, nous cherchons un camion pour l'acheminement. C'est que les problèmes de conservation se posent souvent dû au mauvais état du camion. La conservation de la banane constitue un défi majeur. Pendant la période de forte chaleur, les pertes peuvent être enregistrées par les vendeurs puisque les chambres froides sont soumises à une épreuve de délestage. Cette étape de la conservation est capitale car elle permet de garder la banane jusqu'à la maturité. Youssouf Diarra, détaillant. La banane ne prend pas de temps avec nous. Si cela arrive, nous faisons en sorte que les clients fidèles viennent les chercher et essayer de les écouler. Awa Karambe, vendeuse de bananes. C'est un fruit difficile à conserver, surtout en période de chaleur. C'est aussi une période où le prix est au rabais. Pour ne pas perdre, nous vendons à 50 francs l'unité. Au lieu de 100 francs d'habitude, c'est une perte. La banane reste un excellent choix pour l'équilibre de l'alimentation. Allez, du sport à présent. CAN des cadets Maroc 2025. La deuxième journée des groupes commence ce jeudi. Compétition africaine des clubs également. Les matchs allés des quarts de finale de la Coupe de la Confédération ont été joués hier. En Europe, les coupes nationales étaient à l'honneur en Espagne et en France. Et les finalistes sont désormais connus. Ce qui concerne le basketball, Africa League BAL 2025, la conférence du Kalahari démarre samedi au Maroc. En match d'ouverture, le stade malien de Bamako jouera contre Rivers Hoopers du Nigeria à 15h. Et dans la rubrique sport du jour, on parlera du coup franc et ses spécialités. Les explications de Fotigi Tunkara. La 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets sont pleins au Maroc. La compétition entame ce jeudi, la deuxième journée des groupes avec 4 matchs au programme. À 14h, le Cameroun jouera contre l'Afrique du Sud. À 17h, l'Ouganda affrontera la Tanzanie. Au même moment, l'Égypte sera aux prises avec le Burkina Faso. Et à 20h, la Zambie sera opposée au Maroc, pays hôte. Quant au Mali, les aigles cadets effectuent leur deuxième apparition demain vendredi. Ce sera contre la Centrafrique à partir de 20h. Dans l'autre match de ce groupe D, la Côte d'Ivoire sera face à l'Ouganda aux environs de 17h. Toujours
Toujours au plan continental, l'actualité c'est aussi les quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération disputée hier. Stellenbosch d'Afrique du Sud et Zamalek d'Égypte ont fait match nul 0-0. CS Constantine d'Algérie et l'USM d'Alger ont également fait match nul 1 but partout. La SEC Mimosa de Côte d'Ivoire à domicile a perdu contre la Renaissance sportive de Berkane 1-0 et Al Masry d'Égypte a gagné contre Simba SC de Tanzanie 2-0. Déjà mardi, le temps avait été donné en Ligue des Champions avec les résultats suivants. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud a gagné contre l'Espérance sportive de Tunisie 1-0. Pyramide FC d'Égypte a dominé les Phares de Rabat 4-1. Le National Al-Ahly d'Égypte a battu Al-Hilal d'Omdurman du Soudan 1-0. Mouroudia Club d'Alger à domicile s'est incliné devant Orlando Pirates d'Afrique du Sud 1-0. Avec ces scores aussi étriqués, bon nombre de matchs retour s'annoncent palpitants la semaine prochaine. La leçon du sport de ce jeudi s'intéresse aux coups francs et ses spécificités. L'un des coups de pied arrêtés en football, le coup franc est une situation standard qui existe en deux formes. Quelle est la différence entre ces deux types de coups francs? Comment ils s'obtiennent et comment ils sont exécutés? Élément de réponse dans ce numéro de la leçon du sport réalisé par Isaac Tchenou. Le coup franc est une sanction contre une équipe dont l'un des joueurs a commis une faute. En football, cette pénalité consiste à redonner le ballon à l'équipe qui a subi la faute. Ibrahim Aboubakar Naïdra, instructeur national des arbitres, explique. Le coup franc est l'une des reprises du jeu qui est accordée à l'équipe adverse d'un joueur, un joueur remplaçant, un joueur remplacé, un joueur exclu ou officiel d'équipe coupable d'une faute ou d'une infraction. Son exécution répond à des critères bien précis. Un joueur qui exécute un coup franc direct ou indirect n'est pas autorisé à retoucher les ballons avant que celui-ci ait été touché par un autre joueur. Un coup franc direct ou indirect désigne en réalité le type de coup de pied arrêté sifflé par l'arbitre. Les deux sont différents, nous dit l'Institut national des arbitres. Sur un coup franc direct, lorsque le ballon pénètre directement dans le but de l'équipe adverse, l'arbitre accorde le but. Sur un coup franc indirect, lorsque le ballon pénètre directement dans le but de l'équipe adverse, l'arbitre accorde un coup de pied de but à celle-ci, c'est-à-dire un dégagement 5,50 m. Le signe de l'arbitre pour désigner l'un des deux coups francs est spécifique. Ibrahim Aboubakar Naïdra. L'arbitre signale un coup franc indirect en levant le bras à la verticale, tandis que sur un coup franc direct, il tend le bras horizontalement. Un but marqué sur coup franc direct ou indirect peut ne pas être validé. Sur un coup franc direct ou indirect, lorsque le ballon pénètre directement dans les buts de l'exécutant, l'arbitre accorde un corner à l'équipe adverse. Autrement dit, un joueur ne peut jamais marquer directement un coup franc, direct ou indirect, dans ses propres buts. Les coups francs sont les sanctions les plus fréquentes des infractions aux lois du jeu. L'actualité en Europe était dominée hier par les coupes nationales avec les demi-finales de la Coupe d'Espagne et de la Coupe de France. En Espagne, le FC Barcelone affrontera le Real Madrid en finale de la Coupe d'Espagne le 26 avril prochain. En demi-finale retour hier, le Barça a battu Atlético Madrid par le score d'1-0. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul 4 buts partout. De son côté, le Real Madrid s'est défait de la Real Sociedad malgré le nul 4 buts partout, puisqu'à l'aller, les Merengues l'avaient emporté 1-0. En France, Reims défiera le PSG en finale. En demi-finale hier, Reims a écarté Cannes 2-1. Dans l'autre demi-finale, le PSG a éliminé Dunkerque 4-2. En basketball, la conférence Kalahari de la balle 2025 donne son coup d'envoi samedi au Maroc. L'honneur revient au stade malais de Bamako d'ouvrir les balles. Ce sera contre River Hoopers du Nigeria. Le coup d'envoi est prévu pour 15h. Ce match d'ouverture sera suivi de l'opposition fils de Rabat du Maroc, Al-Ittihad d'Alexandrie d'Égypte à 18h. Dans un mini championnat, ces équipes s'affronteront en aller-retour du 5 au 13 avril 2025. Je précise que c'est avec un effectif bien étoffé par des renforts de taille que le stade malais de Bamako débarque au Maroc pour cette troisième fenêtre de la balle. Les Blancs ont enregistré l'arrivée de joueurs comme Mamadou Di Bamadi Doucouré, Kartier Diarra, Landing Sané du Sénégal et Wilfried Hénan de Côte d'Ivoire. Chronique judiciaire. L'environnement d'investissement est bien sécurisé au Mali. Toute personne physique ou morale de nationalité malienne ou étrangère peut sans problème investir sur le territoire de la République du Mali. Les conditions d'investissement sont définies par la loi 016 du 27 février 2012 portant code d'investissement. Au sens du présent code, précisément en son article 29, l'État du Mali donne son accord aux investisseurs au besoin. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage d'investissement. Alors, il s'agit ici de régler un différend qui opposerait un État et un investisseur par une justice privée. L'arbitrage d'investissement dans la chronique judiciaire, c'est avec Gary Bouperon.
À côté de la justice classique, nous avons un mode privé de dénouement des litiges, auquel mode les parties en relation d'affaires consentent de soumettre leurs litiges à l'arbitrage. L'arbitre n'est pas magistrat, il est professionnel de droit capable de trancher les litiges. Professeur Mamoutou Ndiaye, maître de conférence à la faculté de droit privé à l'université Kourkan-Fouga de Bamako. Il y a ce qu'on appelle l'arbitrage institutionnel. Cet arbitrage se déroule sous les auspices d'une institution créée à cet effet, donc qui a son règlement et qui va prêter son cadre à l'exercice alors de cet arbitrage. Maintenant, à côté de l'arbitrage institutionnel, il existe aussi ce qu'on appelle l'arbitrage ad hoc. Là, c'est quand l'arbitrage se déroule sans l'appui d'une institution en la matière. Maintenant, par rapport au mode d'arbitrage, il y a d'abord l'arbitrage interétatique qui a comme partie 2 États. Il y a ensuite l'arbitrage commercial qui a également comme partie 2 opérateurs privés. Et troisième arbitrage qui est l'arbitrage d'investissement et qui a comme partie l'État et un investisseur, le plus souvent investisseur étranger, donc personnes privées étrangères. Quand vous prenez le Code des investissements du Mali, en son article 29, il est donné la possibilité à l'investisseur, bien sûr en cas de mésintelligence avec l'État, de pouvoir saisir les tribunaux arbitraux pour le dénouement de leur litige. Aussi, quand vous prenez le Code minier 2023, la dernière version, il est également prévu à l'article 217 la possibilité pour l'investisseur minier, en cas de contentieux, de pouvoir saisir également un tribunal arbitral pour le dénouement du contentieux avec l'État. Prévu dans le code d'investissement et considéré comme arbitrage mixte, l'arbitrage d'investissement a une particularité. Nous avons une personne privée étrangère contre l'État qui est une personne morale de droit privé et de surcroît une personne souveraine. La particularité se situe également au niveau de l'intervention dans la procédure d'une tierce personne qu'on appelle l'ami de la justice, l'amicus curia. Cette intervention n'existe pas dans les autres modes d'arbitrage que j'ai cités. Et aussi, il faut reconnaître que quand l'État est en procédure d'arbitrage, c'est pour la défense de l'intérêt général. Donc à partir de là, il peut y avoir également des impacts sur le budget de l'État. C'est-à-dire une éventuelle condamnation de l'État. On le sait, les condamnations à des dommages et intérêts dans ce domaine sont constituées de sommes très importantes qui peuvent avoir des répercussions aussi sur le budget de l'État. Pourquoi l'État, malgré ses pouvoirs, se soumet à une justice privée et payante? Vous imaginez en cas de litige entre les deux, et quand on va demander à ce que la justice de l'État puisse statuer sur le problème, il y a un risque de partialité, ou en tout cas une suspicion de partialité qui peut apparaître. Donc ce qui ne rassure pas du tout l'investisseur. Parce que l'État va se retrouver en ce moment-là juge et partie à la fois. Maintenant, quand on va demander également à ce que le litige soit soumis à la justice du pays de nationalité de l'investisseur, le même risque de suspicion existe de partialité. Donc maintenant, si l'État, malgré ses pouvoirs, accepte de se soumettre à une justice privée, cela constitue une véritable assurance pour les investisseurs. La décision rendue par l'arbitre s'appelle la sentence arbitrale. Une fois rendue, cette sentence bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Pour que la sentence acquiert force exécutoire, il faut que cette fois-ci, un magistrat classique vérifie la sentence arbitrale avant de délivrer ce qu'on appelle une ordonnance, une sorte de visa donné par un juge malien à une décision étrangère pour qu'elle puisse s'appliquer au Mali. Voilà, vous savez tout en ce qui concerne cette première édition. Merci à tous pour votre attention. C'était la présentation de Moussa Papa Idara, mise en onde bien assurée par Alou Koulibaly, mise en ligne chez Abdelaziz Koulibaly. Moussa Koulibaly dans quelques instants pour vos avis et communiqués. Réalisation Ousmane Dao. Prenez soin de vous, mesdames, messieurs et les autres. Et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Fructueuse journée à tous sur le RTM. Sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la page météo.
Le temps sera caractérisé par un ciel clair à peu nuagé, des vents d'harmattan d'intensité faible à modérée dans tous les pays, sauf dans les régions de Kaï, Kita, Sikasso, Bougouni et le sud de Koulikoro, où souffleront les vents de mousson de même intensité.